Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 20e épisode du Facteur X. Le Facteur X fête ses 1 an et je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité, vos encouragements, ainsi que remercier Audiofanzine pour la confiance que me témoigne toute l'équipe. Aujourd'hui, on va parler sampling, on va parler création sonore avec les échantillonneurs. C'est une émission qui s'adresse aujourd'hui plutôt à des débutants, mais je pense que les plus avancés d'entre vous y trouveront sans doute aussi de la matière. Et l'objectif qu'on va se donner, c'est de transformer un son du quotidien, un son qu'on pourra enregistrer n'importe où, en véritable instrument que vous pourrez exploiter dans vos productions. Et vous verrez qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher des VST ou des instruments virtuels compliqués pour faire des chouettes sons. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de sampling aujourd'hui ? Parce que c'est un petit peu l'actualité de SoUp, puisqu'on vient de sortir une nouvelle formation consacrée au beatmaking, dans laquelle on fait pas mal de sampling, avec un producteur que j'adore, qui s'appelle Tani Dual, qui est trompettiste de jazz et producteur hip-hop, qui fait des choses vraiment très très belles. Donc peut-être ça intéressera certains d'entre vous. Si vous le souhaitez, vous trouverez le lien en description pour en savoir plus. Alors déjà, je voudrais introduire la notion de sampling, qu'on peut traduire en français par échantillonnage. Sample veut tout simplement dire échantillon, comme vous le savez probablement. L'idée du sampling, de manière générale, c'est qu'on va réutiliser un son enregistré pour une autre finalité que ce pourquoi il avait été enregistré au départ. C'est la dimension recyclage qui est la plus connue du grand public, on va dire, quand on parle de sampling, quand on parle d'échantillonnage. Alors juste pour préciser, moi je vois un peu 3 utilisations qui sont tout de même assez différentes du sampling. La première, c'est celle qu'on connaît très bien dans le hip-hop, dans le rap, etc. C'est celle de la citation musicale, qui peut être soit carrément sur un bout d'arrangement, sur une mélodie, ou sur un rythme de batterie, auquel cas on s'approprie vraiment une idée musicale qui a déjà une identité forte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième utilisation du sampling, un peu à l'opposé, elle est beaucoup plus technique quelque part. Elle vise à reproduire le plus fidèlement possible le jeu d'un instrument à travers un sampler et en le jouant sur un clavier. Donc c'est ce que vous faites à chaque fois que vous chargez un piano à l'intérieur de Kontakt, par exemple. C'est du sampling dans le sens où on a des échantillons sonores qu'on déclenche avec un clavier, en MIDI, etc. Donc c'est une utilisation qui est très différente de la première. Et j'en vois une troisième dont on va parler aujourd'hui, c'est de créer des instruments nouveaux, originaux, sans forcément chercher à reproduire des sons existants, à partir d'un ou plusieurs échantillons. Alors, aujourd'hui, par simplicité, je vais le faire avec un seul échantillon, mais on pourrait très bien en utiliser plusieurs, soit pour avoir des variations en fonction de l'intensité, etc., ou en fonction du registre, ou des variations superposées pour avoir un son un petit peu plus riche, tel que pourrait le faire un producteur comme Amon Tobin, par exemple. Donc on va se concentrer sur cette dernière partie, et on va voir comment des réglages simples à l'intérieur d'un sampler permettent de transformer un son enregistré très simple et assez basique en un son qui a réellement un intérêt musical. Alors pour trouver le son enregistré, je ne suis pas allé bien loin, j'ai juste tendu le bras avec ma fidèle gourde qui m'accompagne. Et elle a un chouette son. Quand je tape dessus avec le pouce, elle a une résonance un peu aquatique et métallique qui pourrait rappeler vaguement le steel drum ou quelque chose comme ça. Et du coup, je vais me servir de ça comme base. Alors là, hors champ, vous ne le voyez pas, mais il y a un micro hypercardioïde qui va enregistrer le son. Donc je vais me mettre ici. Je vais faire plusieurs sons pour avoir un petit peu de choix et je choisirai celui qui me convient le plus, qui me plaît le plus. Donc je vais lancer l'enregistrement à l'intérieur de Live. Et c'est parti. Donc mon son est enregistré ici à l'intérieur d'Ableton. Je vais donc charger mon son à l'intérieur de Simpler, qui est le sampler le plus simple d'Ableton Live et dont vous retrouverez les fonctions sur n'importe quel sampler. Donc ce que je vais vous montrer ici est applicable vraiment à d'autres outils. Vous devrez pouvoir répliquer sans souci. Donc je vais aller dans Instruments, je vais glisser Simpler ici, et je vais tout simplement prendre le fichier audio et le déposer ici. Il y a plusieurs modes à l'intérieur de Simpler pour le déclenchement des échantillons. Moi, je vais rester dans le premier, classique, qui correspond au comportement par défaut de tous les samplers. Donc je vais placer ma tête de lecture déjà à différents endroits pour écouter ma prise. Donc là, maintenant, je suis dans le domaine du sampling. Le principe d'un sampler, c'est qu'il permet de déclencher via des ordres MIDI des échantillons. Donc là, j'ai placé mon point de départ et je vais pouvoir écouter les différentes versions.
je vais enlever la reverb. Celui-là est pas mal. J'aime bien le fait qu'il ait plus d'aigus. Là, on sent trop l'effet aquatique, qui est un peu caricatural. Donc, je vais mettre le point de début ici et le point de fin ici, juste avant la prochaine impulsion. Je vais zoomer pour être sûr de ne pas avoir de latence entre le moment où j'appuie et le moment où on entend le son. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à être très précis, à zoomer pas mal. Une première question que je peux me poser, c'est est-ce que je veux faire un instrument qui est monophonique ou polyphonique? Et dans le cadre de celui-là, je pense que j'aurais bien envie de faire de la polyphonie à un moment donné, de pouvoir jouer des accords avec de la superposition, des arpèges, etc. Donc je vais m'intéresser au réglage de voix. Par défaut, il est sur 6. Je vais sans doute l'augmenter. Je vais le monter à 12 voix pour être sûr de ne pas avoir de problème. C'est bien d'avoir de la marge de manœuvre, sinon il y a des notes qui s'arrêtent toutes seules. Maintenant que j'ai déterminé la zone de lecture, je peux aussi me poser la question de rajouter un bouclage sur mon son. Par défaut, je le joue et il s'arrête une fois qu'on arrive à la fin. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir une boucle dans la zone de résonance ici. Donc, je vais activer Loop en appuyant sur Loop, bien évidemment. Et dans Live, j'ai plusieurs réglages pour déterminer à quel moment je commence, la durée de la boucle, etc. Donc, je vais me mettre dans une zone par ici. Je vais écouter ce que ça donne. Peut-être le déplacer un petit peu. Voilà. Et pour que la boucle soit plus douce, plus fluide, j'ai la possibilité de faire un fondu enchaîné, un crossfade en anglais, en montant cette valeur-là. Prêtez attention à ce qui se passe ici, quand je le bouge. Ça veut dire qu'on va commencer à boucler un peu plus tôt et on va faire un fade-out un petit peu vers la fin de la boucle. Ce qui fait qu'on a quelque chose de plus doux. On n'a plus l'impact de départ, qui est caractéristique des sons comme celui-ci où il y a vraiment percussion, résonance, le son décline, donc il faut ruser un petit peu pour trouver une boucle acceptable. Ouais, ici c'est pas mal. Donc vous voyez que la transposition se fait automatiquement et par voie de conséquence, comme ça se fait par accélération ou décélération de la vitesse, eh bien la vitesse de ma boucle change, ce qui peut être intéressant, hein, comme on le verra plus tard, quand on joue des accords, on n'aura pas forcément les mêmes battements aux mêmes vitesses. Alors maintenant, quelque chose qui est très important si on veut pouvoir utiliser facilement notre instrument dans un contexte de production, c'est de l'accorder, pour être sûr que quand on joue un Do sur le clavier, on entend bien un Do et que ça colle avec les autres instruments. Donc je vais prendre un accordeur, un tuner, et je vais aller le mettre derrière. Je vais jouer la note Do sur le push, ici ça correspond à toutes celles qui sont en vert, et je vais faire en sorte que ça colle. Alors, je le glisse ici après, donc par défaut, c'est un petit peu faible, je vais peut-être monter le volume. Voilà, je suis sur quelque chose entre si bémol et si, donc il va falloir que je monte. Donc les réglages de transposition, on va la trouver dans l'onglet Controls ici. Et on va avoir deux champs, Transpose qui est en ST, donc semitone, demi-ton, et Detune qui est en Sense, donc une unité beaucoup plus petite pour l'accordage fin. Donc là, je vais monter jusqu'à temps d'avoir un Do qui s'affiche, donc Do c'est le C dans la notation anglo-saxonne. Voilà, donc là je suis sur le Do, mais vous voyez qu'il est trop aigu d'une trentaine de cents. Donc je vais prendre mon Detune et je vais baisser jusqu'à temps d'osciller dans la partie médiane ici. Ok. Maintenant j'aimerais contrôler la manière dont l'amplitude évolue au cours du temps, ainsi que le temps de relâchement de mon son. Pour le moment ça s'arrête de manière assez brusque et dans le contexte de ce que je veux faire, c'est pas très intéressant. Donc je vais retrouver une ADSR très classique, Attack, Decay, Sustain, Release, comme sur tous les synthés. Et les réglages par défaut me conviennent assez bien. Là j'ai une attaque à 0 millisecondes, ça me va parce que je veux conserver la phase avec les transitoires. Un Sustain qui est au maximum à 0 dB, donc le Decay n'a pas d'influence. Le seul paramètre sur lequel je vais agir, c'est le Release ici, pour avoir une décroissance beaucoup plus lente du son. Et j'aimerais bien que les notes se superposent, un peu comme si c'était justement un style drum ou une harpe dans l'idée, quoi. Vous voyez que déjà musicalement c'est pas mal, on a presque envie de remettre un peu de reverb. Alors je vais remettre un peu de reverb, c'est comme le sucre et le sel, c'est de la drogue. Voilà, donc déjà j'ai un son qui est exploitable dans le sens où il est accordé, mais il est assez proche de l'original. Et je voudrais profiter de cette leçon pour vous montrer comment on peut aller plus loin et faire un petit peu de design sonore à l'intérieur du sampler.
Alors déjà, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est rendre mon instrument réactif au jeu du musicien, c'est-à-dire moi-même, comment j'interagis avec mes pads, est-ce que j'y vais fort, faiblement, etc. Et je peux contrôler des paramètres du son par rapport à ça. Le plus naturel, c'est évidemment de contrôler le volume. Donc il y a un moyen très simple, dans tous les sampleurs et tous les synthés, d'asservir la vélocité, c'est-à-dire la vitesse ou la force avec laquelle on a appuyé sur les pads, au volume de lecture de l'échantillon. Et ça se situe ici. Par défaut, il était à 35%, ce qui fait que j'ai déjà une réactivité. Je vais faire du moins fort au plus fort, écoutez. Si je le mets à 0%, il n'y a plus d'asservissement. Auquel cas, c'est ici le volume de sortie qui règle finalement le niveau. Moi, je vais en garder un petit peu, pas trop. Je vais mettre 12% pour avoir des légères variations. Et maintenant, on va s'intéresser au filtre. Le filtre est vraiment très très utile en sampling puisqu'il va nous permettre de sélectionner les fréquences qu'on exclut, les fréquences qu'on laisse passer, et ça va permettre de redessiner vraiment le caractère de notre échantillon. Alors ici, dans le filtre de Simpler, j'ai plusieurs options évidemment de type de filtre. Je vais rester sur un low pass, un filtre passe-bas traditionnel. En revanche, je vais changer sa pente à 12 dB par octave. Je vais baisser un peu la fréquence pour que vous voyez la différence. Il y en a un qui exclut plus rapidement les fréquences aiguës que l'autre. Et dans le monde acoustique, les pentes sont en général plutôt douces. Et moi, j'ai envie de conserver cette caractéristique acoustique de mon son original. 24 dB, une pente de 24 dB par octave, c'est celle qu'on trouve sur les synthés, sur les filtres, les ladder filters de Moog par exemple. C'est plus prononcé, c'est moins naturel. Moi, j'ai envie de garder vraiment cette connotation acoustique. Et 12 dB, c'est bien. Même 6 dB par octave, ça aurait pu faire l'affaire. Mais je n'en ai pas ici, donc je vais rester sur 12 dB. Pour les mêmes raisons, je vais rester avec une résonance à 0% pour vraiment rester proche au niveau du timbre, du spectre de mon son acoustique. Là, je trouve que mon échantillon est un petit peu faible. J'ai mon volume de sortie qui est à 0, plus de 0 dB. D'ailleurs, je vais le remettre à 0. Voilà. Et probablement que je peux agir ici. Vous voyez que je suis assez loin d'atteindre le maximum. Et j'ai une option qui me permet normalement de normaliser. Donc, je vais faire cliquer droit et normaliser volume. Ce qui fait que maintenant, mon son va être plus élevé. Et de la même manière que j'avais fait un asservissement entre la force de déclenchement et le volume, là je vais le faire pour l'ouverture du filtre. C'est un comportement traditionnel sur les instruments acoustiques, comme le piano, la guitare. Plus vous attaquez fort, et plus le son contient d'aigus. Si on veut mimer ce comportement-là, il nous suffit de monter ici le champ VEL. Là, ça nous permet tout simplement de dire que, eh bien, en fonction de la vélocité qui arrive, tu me fais varier dans telle proportion la fréquence du filtre. Donc là, écoutez, je vais appuyer peu fort, puis de plus en plus fort. Je peux forcer le trait encore davantage. Vous voyez à côté un champ qui est à 100%. Là, c'est assez intéressant, c'est un comportement par défaut. Il va déplacer la fréquence de coupure en fonction de la note jouée, ce qui me permet d'avoir le spectre avec toujours autant d'harmoniques. C'est un comportement qu'on appelle souvent dans les synthés le key tracking ou le key follow parfois. Si on veut s'éloigner un petit peu du monde acoustique naturel, on va pouvoir agir sur la hauteur du son et son évolution dans le temps. Là, on l'a accordé, mais il y a une autre manipulation qu'on peut faire, c'est de le contrôler à l'aide d'une enveloppe. Si je vais dans la partie ici droite qui contient les enveloppes, ici j'ai édité mon enveloppe d'amplitude, mais en cliquant ici, je vais pouvoir éditer une enveloppe de pitch. Une enveloppe de pitch, c'est tout simplement une enveloppe qui contrôle la hauteur du son au cours du temps, et on peut définir la quantité de modulation avec le bouton Amount ici, qui règle en demi-ton eh bien, la plage de hauteur que l'enveloppe va parcourir. Par exemple, si je me mets à 12 ici, ça veut dire qu'au point le plus haut, je serai à plus 12, et je reviendrai à 0 demi-ton, donc la note jouée originellement, quand je suis donc revenu ici. Je vais mettre un temps de decay assez long pour que vous entendiez bien la chute d'une octave. Donc là, l'effet est un petit peu caricatural, je n'ai pas envie d'aller vers ça, mais si je baisse le temps de decay, ça me permet de rajouter encore un élément percussif supplémentaire
alors qu'il y a déjà un côté percussif dans mon son, mais là, avec l'enveloppe de hauteur, je rajoute quelque chose de cet ordre-là. Si je partais de plus bas, si je mettais un réglage négatif, cette fois-ci, mon son monterait. Et je trouve qu'avec ce son-là, ça fonctionne pas mal. Je vais rouvrir un tout petit peu mon filtre parce que le son est un peu terne. Avec cette enveloppe de hauteur ascendante que j'ai introduite, j'aurais presque envie de modifier l'enveloppe d'amplitude maintenant pour allonger le temps d'attaque, perdre le côté cristallin des transitoires et amener quelque chose de plus doux. Donc je vais essayer, je vais monter le bouton attaque ici progressivement. Ouvrir un petit peu mon fil parce que j'ai perdu de l'énergie dans les aigus. Peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus court. Mon timbre est un petit peu appauvri maintenant que j'ai gommé la portion d'attaque. Et pour récupérer un petit peu d'énergie, je vais aller chercher un autre filtre ici. Alors au lieu de prendre un clean, je vais prendre un filtre type MS20 par exemple. Là j'ai un bouton drive qui fait son apparition. Ça va me permettre de récupérer de l'énergie et booster certaines fréquences. Bon, faut pas en abuser non plus, mais ça permet de salir légèrement mon son et de contribuer à lui donner de la personnalité. Il y a tout un aspect du design sonore qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui des variations cycliques. C'est très classique en musique de faire des variations cycliques sur le son, vous les connaissez tous. Il y a le tremolo, qui est une variation cyclique du volume. Ah 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 ah. C'est comme font les pédales de guitare de tremolo par exemple. Il y a des variations cycliques de la hauteur, auquel cas c'est le vibrato que vous connaissez bien aussi, ou des variations cycliques du filtre, ce qu'on appelle le wobble dans un contexte de musique électronique. Donc là, ce sont vraiment les destinations phares dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions. C'est vraiment la trinité des destinations de modulation, fréquence du filtre, hauteur et volume. Et donc ici, évidemment, on a un LFO à l'intérieur de Simpler. Et c'est un LFO unique qui a 4 destinations préaffectées, qui sont le volume, le pitch et le filtre. Il y a en plus le panoramique pour faire bouger le son de gauche à droite. Donc on a notre trinité classique plus le panoramique. J'ai pas forcément envie de toutes les utiliser, loin de là, mais je vous les fais écouter juste pour que vous puissiez les identifier. Je vais monter un peu la fréquence du LFO, je vais mettre à une vitesse de l'ordre de 5-6 Hz. Pour le moment, j'ai pas d'action, je vais le faire sur le volume à 100% pour que ce soit très clair. Donc là, on a l'effet de trémolo bien connu, qu'on pourra accentuer en prenant une forme d'onde davantage marquée au moment de l'attaque. Ou carrément une carrée. Je reviens sur une sinusoïde. On va écouter l'enveloppe de pitch maintenant. Donc là, dosé faiblement, ça va nous faire un vibrato. Si on va trop loin, on s'éloigne de l'effet vibrato. Et je vais enlever ça et je vais le faire sur le filtre maintenant pour avoir un effet justement un petit peu d'ouverture-fermeture. Donc à utiliser conjointement avec la fréquence pour contrôler vraiment l'effet que vous voulez. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est utiliser un petit peu de filtre et de volume. Rajouter un petit peu de vibrato. Un petit peu plus lent, je pourrais le synchroniser éventuellement sur des valeurs musicales en cliquant sur la petite note ici.
Je pourrais utiliser le pan pour générer de la stéréo, mais j'ai une autre idée. J'ai une fonction qui est vraiment très chouette, qu'on trouve toujours sur les synthés, les samplers aussi. C'est la fonction qu'on appelle le spread. Spread, ça veut dire disséminer, en quelque sorte, en anglais. Et là, on va pouvoir dupliquer notre échantillon à l'intérieur du sampler, en panner un à gauche, en panner un à droite, et changer légèrement le raccordage. Ça va nous permettre, c'est une technique vraiment très classique pour élargir la stéréo. Écoutez ce qui se passe quand je vais monter spread ici. Je peux même rajouter un petit peu d'aléatoire sur le pan, vous voyez, random vers panoramique. Là, ça va faire que chaque nouvelle note va être un endroit un petit peu différent dans la stéréo. Arrivé à ce stade, si je voulais encore aller un petit peu plus loin, je pourrais ajouter du glide. Le glide, vous savez, c'est ce qui te permet de faire des glissando d'une note à l'autre. Et il se trouve que dans Simpler, alors ça on l'a pas partout, mais on a la possibilité de faire des glides polyphoniques, c'est-à-dire que toutes les notes vont glisser des anciennes vers les nouvelles. Et ça, c'est quand je sélectionne portamento. Glide est plutôt mono et portamento plutôt en polyphonique. Et je peux régler le temps que je mets pour atteindre la nouvelle note ici. Donc voilà, vous voyez vraiment qu'avec un simple son, on peut aboutir à un son totalement nouveau et totalement utilisable dans nos créations. Et je vous invite vraiment à explorer ce côté bricolage qui est beaucoup plus satisfaisant que de charger un preset dans un synthé du commerce. Voilà, l'émission touche à sa fin. Il y a une information importante que je ne vous ai pas communiquée. Je vous ai parlé de la nouvelle formation qu'on sortait en début d'émission. Il y a 6 leçons qui sont en accès totalement gratuit. Il n'y a même pas besoin de laisser sa carte bleue ou quoi. Donc si vous avez envie de découvrir un peu l'univers de Tiny Dual, le producteur dont je vous ai parlé, qui utilise beaucoup le sampling, les synthétiseurs, etc., qui est vraiment intéressant, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous trouverez le lien en description ci-dessous. Donc voilà, si l'émission d'aujourd'hui vous a plu, eh bien comme d'habitude, vous pouvez contribuer à la faire vivre en la partageant, en la likant, en mettant un petit commentaire, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne d'Audiofanzine, eh bien c'est le moment de le faire et de cliquer en plus sur la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines émissions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Factor X. Et d'ici là, portez-vous bien.